Bonjour à vous, alors j'espère que vous allez bien. Vidéo, j'espère beaucoup plus rapide que la précédente, j'ai quand même essayé de faire court la dernière fois, mais c'était un peu compliqué, il y avait plein de choses à vous dire. Alors, là c'est surtout pour vous expliquer comment fonctionnait la Troisième République. La Troisième République, c'est le régime qui a duré le plus longtemps en France depuis la Révolution française, à l'exception du régime qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire la Cinquième République, c'est le premier régime à durer plus longtemps que la Troisième République, qui jusque-là était le régime qui avait duré le plus longtemps depuis la Révolution. Donc la Troisième République, elle a beaucoup marqué, dirons-nous, l'histoire de la France moderne, puisque elle est très importante aussi pour votre programme et le programme de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, en gros, jusqu'à la fin du premier trimestre, tout votre programme d'histoire se passera pendant que la France reste en Troisième République. Donc il faut bien comprendre les institutions, donc la Constitution, le fonctionnement de la République de l'époque, pour que ce soit plus simple pour vous l'année prochaine. Donc c'est vraiment important parce que si vous comprenez pas ça, ça va être plus compliqué l'année prochaine pour comprendre un certain nombre de choses. Et surtout, ça vous permet de comprendre aussi comment va fonctionner la Cinquième République, sur lequel vous pourrez être évalué sur le brevet. Donc bien évidemment, on fera quelque chose sur la Cinquième République l'année prochaine, enfin le professeur que vous avez, mais si vous comprenez ça, vous avez déjà gagné du temps. Donc voilà. Alors, vous avez déjà vu ce qu'on appelle donc des organigrammes, comme ça c'est un organigramme, c'est-à-dire c'est l'organisation, c'est une représentation, une représentation de l'organisation des pouvoirs. Alors ça c'est fixé par la Constitution de la Troisième République, date de 1875, donc 5 ans après la proclamation de la République pour des raisons un peu compliquées, mais bon passons. Alors, donc vous voyez que en bas, ce sont les électeurs, c'est-à-dire les gens qui ont le droit de vote, la nation française qui a le droit de vote. Alors, à vous de voir qui a le droit de vote et qui n'a pas le droit de vote. Ça va durer pendant toute la Troisième République. Hein. Donc ça, c'est vraiment important puisque, encore une fois, ça va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc la Première Guerre mondiale, quand la France sera pendant la Première Guerre mondiale, on sera sous la Troisième République. Donc, vous voyez, les électeurs votent. Ils votent pour deux choses principales. Alors, ils votaient déjà pour les maires, on l'a vu à l'époque à Noisiel, ils votaient pour les meuniers, mais au niveau national, c'est au niveau de la France, ils votaient pour deux choses principales. Ils votaient donc pour les députés, et ils votaient du coup pour les maires et pour les élus au département. Donc voilà, c'était les deux plus grandes élections, l'élection municipale d'un côté et l'élection des députés de l'autre. Ils ne votaient pas pour le président de la République. Alors vous me direz, c'est un peu bizarre. Eh ben en fait, pourquoi? Parce que en gros, les gens qui ont fait la constitution de la Troisième République, ils ont le souvenir de ce qui s'est passé pendant la Seconde République. Et souvenez-vous, pendant la Seconde République, les Français avaient directement voté pour un président de la République. Et qui est-ce qui avait été élu? C'était le neveu de Napoléon, et il avait dit, écoutez, puisque les Français sont majoritairement d'accord avec moi, eh bien, il en a profité pour faire un coup d'État. Et donc, les gens qui ont fait la constitution de la Troisième République ont très 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 peur d'un président trop puissant. Donc, déjà, premier moyen pour faire en sorte que le président ne soit pas puissant, que le président soit pas quelqu'un qui soit choisi un petit peu, si vous voulez, de manière un peu hâtive, c'est-à-dire en gros on aurait voté pour quelqu'un de trop populaire, volontairement on ne vote pas pour le président. Qui est-ce qui vote pour le président? Eh bien en fait ce sont les députés et le Sénat. Alors en fait aujourd'hui il y a deux chambres, ce qu'on appelle deux assemblées. Il y a l'Assemblée nationale, à l'époque on l'appelle la Chambre des députés, qui existe toujours, hein, c'est toujours la même pièce, et de l'autre côté il y a le Sénat qui a toujours pas changé de nom. Alors donc vous voyez, les Français votent directement pour leurs députés, c'est toujours le cas aujourd'hui. En 2012, il y a eu une élection législative qui a conduit à voter pour des députés. Donc donc en gros, c'est pas juste la ville de Noisiel, hein, c'est Noisiel et les villes autour qui ont voté, qui ont choisi leur député. Et ce député-là va à Paris pour représenter le territoire de Noisiel et donc ce qu'on appelle la circonscription. Le territoire est autour de Noisiel. De l'autre côté, vous avez les maires et les élus au département qui ce qu'on appelle des grands électeurs qui vont voter pour choisir des sénateurs. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui.
Ces sénateurs, ils représentent du coup les Français, mais ce qu'on appelle un suffrage indirect. Ça c'est un suffrage direct, ça c'est un suffrage indirect. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez voté pour des gens qui votent pour vous pour le Sénat. Voilà, ce qu'on appelle un suffrage indirect. Ces deux chambres-là, elles ont une fonction. Elles votent la loi. Ce sont donc eux qui ont le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'écrire, de voter, de modifier la loi. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le président de la République qui fait la loi, qui font les lois. C'est c'est le Sénat et la Chambre des députés. Aujourd'hui, on l'appelle l'Assemblée nationale. Bon. Qui, du coup, ces deux assemblées à l'époque, c'est elles qui choisissent le président. Et comme ils ont très peur que le président il fasse un coup d'État, et bien du coup, ils choisissent volontairement quelqu'un qui n'a pas beaucoup de charisme, voire même, on disait à l'époque, qui était pas très malin. Comme ça, au moins on se dit, s'il va faire un coup d'État, s'il essaie de faire un coup d'État, au moins il n'y a aucun risque qu'il réussisse. Donc on choisit volontairement quelqu'un qui est pas très connu généralement, qui est voilà. Donc souvent même les hommes politiques un peu connus, quand ils se présentent aux élections présidentielles, et bien du coup les députés, ils votent pas pour eux. Ils votent pas pour ces gens assez célèbres parce que ils veulent pas d'un président qui est trop d'influence sur le peuple. Donc généralement, c'est pour ça que les présidents de la Troisième République, c'est tous un peu des inconnus quand ils sont élus. Et quand ils deviennent présidents, en fait, ils ont quasiment pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est en fait, ils sont un peu comme la reine d'Angleterre aujourd'hui. Ils vont inaugurer les hôpitaux, ils vont au grand défilé, ils représentent la France à l'étranger, mais ils prennent aucune décision. C'est comme la reine d'Angleterre aujourd'hui. Donc ça, c'est sous la Troisième République. Qui, du coup, dirige l'État? Qui est-ce qui donne des ordres à l'armée? Qui est-ce qui donne des ordres aux fonctionnaires comme moi? Eh bien, c'est le gouvernement. Alors le gouvernement, il y en a toujours un aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est à la tête du gouvernement, c'est le Premier ministre. Bon, aujourd'hui, vous le savez, le Premier ministre, c'est Édouard Philippe. À l'époque, on l'appelle pas le Premier ministre, on l'appelle le président du Conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il réunit autour de lui un conseil qu'on appelle le Conseil des ministres. Ça existe toujours, le Conseil des ministres, sauf qu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui réunit le Conseil des ministres, mais c'est la même chose. Donc, le Conseil des ministres, c'est tous les ministres ça va être par exemple le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, le ministre de l'Éducation nationale. Et donc, le Premier ministre, on l'appelle à l'époque le président du Conseil. Mais c'est la même chose que le Premier ministre, ça veut dire la même chose. C'est lui qui va faire appliquer la loi. Alors, comment ça se déroule dans une assemblée ? Alors, dans l'Assemblée nationale, c'est toujours la même pièce qu'aujourd'hui. Si vous regardez, vous avez peut-être déjà vu ça à la télé en regardant comment ça se passe. Alors, donc vous avez une assemblée de députés. Donc, chacun va représenter un bout du territoire national. Et ensuite, comment ils choisissent leur place? C'est par affinité politique. C'est-à-dire que du coup, ceux qui ont certaines idées, ils vont se mettre plutôt à un endroit, et ceux qui ont plutôt d'autres idées, ils vont se regrouper à un autre endroit. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, eh bien du coup, les gens qui sont plutôt, à l'époque, partisans, on va dire, de Karl Marx, qui sont plutôt socialistes, eh bien, ils vont se mettre à la gauche du président de l'Assemblée. Donc, ils vont se mettre par là. C'est pour ça qu'on les appelle de gauche. À l'inverse, les gens qui sont plutôt conservateurs, plutôt pour que tout reste comme avant, plutôt des bourgeois libéraux, eh bien eux, ils vont plutôt se mettre à droite. Et ça, c'est pour ça que déjà à l'époque, on appelait ça la droite et la gauche. Et du coup, ceux qui sont très 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 à gauche, on va les appeler l'extrême gauche, et ceux qui sont très 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 à droite, on va les appeler l'extrême droite. Et vous avez peut-être entendu parler, Marine Le Pen, on la classe à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle est là à l'Assemblée, donc elle est élue et elle siège là à l'Assemblée. Emmanuel Macron, il est plutôt centriste. Donc les députés qui sont d'accord avec lui, ils se mettent au milieu de l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, il est de gauche, donc il va se mettre dans ce coin-là de l'Assemblée. C'est pour ça qu'on appelle ça la droite et la gauche, et du coup l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre, c'est ceux qui sont au milieu. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron,
il est président de la République et il vient de son idéologie, c'est plutôt de centre, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche, et du coup, les députés qui sont d'accord avec lui se mettent au milieu. Alors, donc ça, c'est la composition de la Chambre des députés. Et c'est eux qui votent la loi, on a vu avec le Sénat. Il y a la même organisation au Sénat, droite, gauche, etc. Et c'est eux qui votent la loi. Mais pour vérifier que la loi soit bien appliquée, pour vérifier que ce qu'ils ont voté soit mis en place, par exemple, ils vont voter l'école obligatoire. Donc, pour vérifier que les enfants aillent bien à l'école, ils vont convoquer toutes les semaines, c'est toujours comme ça aujourd'hui, le gouvernement. Donc, ils les obligent à venir et les membres du gouvernement vont s'asseoir ici, dans les premiers bancs. Et en gros, ils sont convoqués, comme on peut être convoqué à un conseil de discipline, si vous voulez. Mais là, c'est pas forcément. Et donc, du coup, les députés vont les interroger et vont dire, alors voilà, par exemple, l'école est obligatoire, il y a des enfants qui vont pas à l'école, qu'est-ce que vous comptez faire pour régler cette situation ? Et du coup, les ministres doivent se justifier en disant voilà, alors d'accord, voilà tel problème. Et c'est exactement la même situation aujourd'hui. Par exemple, vous avez des députés qui convoquent chaque semaine les membres du gouvernement, le Premier ministre, Édouard Philippe, etc. Et par exemple, ils vont leur dire comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de masques. Et là, dans ce cas-là, Édouard Philippe ou le ministre de la Santé, Monsieur Véran, vont devoir expliquer pourquoi. Si jamais les députés ne sont pas convaincus, si jamais ils trouvent que le gouvernement fait mal son travail. Dans ce cas-là, ils peuvent le renvoyer, ils peuvent le renverser. Et dans ce cas-là, le gouvernement doit démissionner. En gros, il se fait renvoyer. Donc vous dites virer, mais dans une copie vous dites renvoyer. Donc il se fait comme un conseil de discipline, si vous voulez, il va être exclu, il va être renversé. À l'époque, aujourd'hui on appelle ça renverser un gouvernement. Et donc dans ce cas-là, on change de gouvernement et on va prendre de nouveaux ministres. Donc en fait, vous voyez que aujourd'hui, l'homme qui est au centre de la politique en France, c'est le président de la République. À l'époque, c'est pas du tout ça. Vous avez bien compris pourquoi ? Parce qu'ils ont très très peur que le président de la République fasse un coup d'État. À l'époque, qui est-ce qui est vraiment au centre de l'organisation politique ? Ce sont les députés et les sénateurs qui vont voter la loi et qui vont vérifier que le gouvernement fait bien son travail. S'ils sont pas contents du gouvernement, ils le renvoient et ils en prennent un autre. Donc en fait, généralement, Premier ministre, à l'époque, on l'est pas très longtemps. Édouard Philippe, lui, il l'est depuis 3 ans. À l'époque, un président du Conseil, ça durait généralement entre quelques mois et quelques années. Généralement 2-3 ans, c'est déjà énorme. Donc c'était vraiment les députés et les sénateurs qui étaient au centre de la vie politique française à l'époque. Et ça, c'est vraiment important. Vous voyez, et à l'époque, le président de la République n'a aucun pouvoir, il est comme la reine d'Angleterre. Celui qui dirige ce qu'on appelle l'exécutif, eh bien c'est le Premier ministre, mais le Premier ministre, il sait qu'à tout moment, il peut être renversé par les députés. C'est un peu comme ça en Angleterre aujourd'hui. Par exemple, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, il est Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est membre du gouvernement, et il n'y a pas de président au Royaume-Uni, il y a une reine, mais le gouvernement, il peut être renvoyé à tout moment par la Chambre des députés. En Angleterre, ils appellent ça la Chambre des communes, mais c'est le même fonctionnement. Voilà. Et donc, Boris Johnson, toutes les semaines, il doit aller devant la Chambre des communes pour dire, écoutez, voilà ce que je fais, voilà, et donc c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle un régime parlementaire. Pourquoi ? Parce que le Parlement, c'est-à-dire ces gens-là, donc les deux assemblées, elles vérifient que le gouvernement fait bien son travail, et s'ils sont pas d'accord avec eux, eh bien, ils renvoient les ministres. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai pas été trop long. Peut-être que vous avez compris malgré ça grâce à mes 2 documents. C'est plus simple encore une fois de le faire en direct, mais j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.